figure au cours des dernières semaines, ce qui renforce les mesures de sécurité. Bon, alors peut-être aussi encore celle-là qui est une vignette, donc ça c'est voilà, c'est une émission que j'avais faite sur le sionisme et le mondialisme. Mais la question que je vous pose, c'est parce que alors première question, peut-être deux questions en une. Peut-on dire que Trump, d'une certaine manière, soutient ces dérives messianiques? Première question. Et puis deuxième question, vous avez évoqué, je dirais, l'historique des différents présidents américains, donc Clinton et d'autres, par rapport à cette volonté de trouver des solutions, en tout cas. Et puis que c'était à leur mérite. Mais ne pourrait-on pas plutôt dire qu'on a plutôt l'impression que les États-Unis travaillent avec Israël à la reconstruction de ce troisième temple et je dirais, oui, à l'expansion d'Israël? Puisqu'on sait très bien que les États-Unis sont une grande puissance et pourraient très bien dire: «Stop, vous arrêtez» et faire comme avec l'Europe, par exemple, imposer des sanctions économiques pour arrêter le massacre et puis trouver des solutions de paix. Or, on a plutôt l'impression que malheureusement, ils encouragent en tout cas cela. Puisque, dernier point, Trump a comparé dans un article, dans une émission, que ceux qui niaient le 7 octobre, il y avait une équivalence entre ceux qui niaient les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour répondre à votre dernière question, parce que c'est la plus rapide, je pense qu'il y a une différence fondamentale. C'est que, comment dire? Le 7 octobre a été documenté principalement par les Israéliens eux-mêmes et ceux qui quand on parle, des atrocités qu'on attribue au Hamas, eh bien, elles ont été débunkées, n'est-ce pas? Les 40 bébés décapités, ça n'a jamais existé. Le bébé au four, ça n'a jamais ou plutôt, c'est pas que ça a jamais existé. Il y a eu un bébé, mis au four, cuit au four, mais pas par les Palestiniens, par les Juifs. Et c'était pas en 2023, mais c'était en 1948, lors du massacre, de Deir Yassin, auquel a participé un militant, son nom, c'était qui est devenu Premier ministre israélien d'ailleurs, mais c'était un acte purement terroriste en fait. Donc le bébé au four a existé, mais pas en 2023, en 1948, et fait non pas par les Palestiniens, mais par les Juifs. Et puis les bébés décapités n'ont jamais eu lieu. Les viols collectifs, eh bien, ça a été débunké par des journalistes américains. Et je crois même que le New York Times a reconnu qu'ils avaient été un peu loin en accusant des Palestiniens de viols collectifs, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de crimes qu'on a attribués aux Palestiniens. Le problème qu'il y a avec les crimes qui sont attribués aux Palestiniens et à d'autres d'ailleurs, c'est généralement des crimes qui servent à justifier le comportement d'Israël. Et c'est donc très souvent des mensonges d'ailleurs, et la plupart, pratiquement tous les mensonges qui ont été évoqués par Israël pour le 7 octobre ont été débunkés par les Israéliens eux-mêmes. Hein. Pour les viols collectifs, c'est même dans un article sauf erreur du Times of Israel, où c'est un policier qui disait on a des tas de témoignages de viols, mais on n'a pas de victimes. Donc, ça signifiait très bien ce que ça voulait dire. Donc, le problème qu'il y a avec Israël, c'est il justifie les crimes qu'ils commettent par des narratifs. Et typiquement, quand on vous parle des crimes commis par Israël à Gaza, qui sont effectivement des crimes, je ne parle pas de génocide parce que la Cour internationale de justice n'a pas encore statué sur cette question et ne parle que de génocide probable, donc je n'utilise pas le terme génocide. En revanche, crime, il y a. Ils ont été dénoncés par la Cour internationale de justice précisément, donc on peut parler de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et puis, Et ces crimes donc existent, et pour justifier ces crimes, Israël a le droit de se défendre. Alors, c'est exactement comme pour n'importe qui, si quelqu'un donne un coup de pied dans votre voiture, vous n'avez pas le droit de le tuer pour ça.
Donc, tout simplement, vous avez le droit de défendre votre voiture, mais vous n'avez pas le droit de prendre la vie pour ça, parce qu'il doit y avoir une proportion entre le dommage ou l'agression que vous avez et la réponse que vous lui donnez. Et en droit international, c'est exactement la même chose. Et en droit international humanitaire, ou en droit humanitaire international, plus exactement, c'est-à-dire en droit de la guerre, c'est exactement le même principe qui s'applique. Il y a un principe de proportionnalité qui s'applique, et ça n'est pas parce que quelqu'un vous a attaqué, même qu'il aurait tué des gens et même qu'il aurait pris des otages, que vous avez le droit de massacrer une population. C'est totalement faux. Par ailleurs, quand vous bombardez une population et que vous dites ensuite que les terroristes se cachent dans la population, donc vous avez le droit de massacrer la population, c'est également faux en termes du droit international humanitaire. Il y a une obligation de faire une discrimination entre les objectifs militaires et les objectifs civils. Et si vous n'êtes pas capable de faire cette discrimination en détectant les gens, eh bien, vous devez utiliser des méthodes qui, elles, épargnent la vie des civils. Mais il n'est pas question de tuer un civil. Et quand on entend, par exemple, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, dire que les terroristes se cachent de la population civile, donc il est légitime de tirer sur la population civile et que dorénavant il n'y a plus de zone protégée pour la population civile, eh bien c'est finalement exactement ce que ses ancêtres disaient en France quand ils massacraient des populations parce qu'il y avait quelques résistants qui les avaient attaqués ou qui avaient détruit une ligne de chemin de fer ou quoi que ce soit. C'est exactement la même chose. Annalena Baerbock est là sur une tradition qui a été solidement établie entre 1940 et 1945 et qui a été par ailleurs jugée en 1946. Et Mme Annalena Baerbock, par ses déclarations, mériterait également d'être jugée selon ce qu'elle a dit, qui est une incitation au crime et qui est totalement contraire au droit international. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc, Concernant Trump, pardon, alors pour Trump maintenant, j'y viens. Alors pour Trump, il faut comprendre une chose, c'est que quand on parle des sionistes, on a toujours, et d'ailleurs typiquement quand on dit être antisioniste, c'est comme être antisémite, eh bien c'est une faute substantielle dans la mesure où le sionisme est une doctrine politique. Et d'ailleurs, Joe Biden se déclare sioniste chrétien. Et Steve Bannon, qui était le conseiller de Donald Trump durant son premier mandat, se définit lui aussi comme sioniste chrétien. Et ce qui est un Trump, je ne sais oxymore. pas si... Pardon? Ce qui est un oxymore. Sioniste chrétien? Oui, oui, parce Non. que Saint-Pédis avait condamné le sionisme, parce que Théodore Herzl était allé le voir, et Saint-Pédis avait refusé. Donc si on suit la doctrine catholique, on ne peut pas être chrétien et sioniste. Je vous permets juste cette petite incise. Chrétien n'est pas nécessairement catholique. Mais ça, c'est autre chose. On pourrait, on Mais pourrait Biden est discuter. catholique, enfin, se dit catholique. Bon, il est catholique, comme si vous voulez, je pourrais être shintoïste, mais Oui, oui, non, passons. non, d'accord. Non, mais on va pas chipoter. Mais lui se définit comme sioniste chrétien, peu importe cette. Et de fait, il faut voir que chez les Américains, il y a, et notamment ceux qui sont les chrétiens purs et durs, c'est-à-dire liés au texte de la Bible, non pas nécessairement à son esprit, mais à la lettre, eh bien, il y a cette idée il doit y avoir une apocalypse, etc., qu'elle se déroulera en Israël et qu'elle doit. Enfin bref, il y a tout un processus qui fait que d'abord, il doit y avoir un État juif ou un chef d'État ou un messie. Enfin, moi, je ne suis pas très versé là-dedans. Toujours est-il qu'il y a effectivement une sorte de convergence entre ces sionistes chrétiens qu'on voit typiquement aux États-Unis, mais pas seulement, et puis les objectifs des sionistes alors qu'on a dans de Netanyahou et autres. Et Trump, lui, est un peu de cette branche-là, même s'il ne l'a pas déclaré lui-même.
où il voit les Israéliens comme étant, d'abord, il faut comprendre que dans le système politique américain, les Juifs jouent un rôle considérable et totalement disproportionné par rapport à leur importance. Les Juifs aux États-Unis sont concentrés dans deux régions qui sont extrêmement peuplées, c'est la région de New York et la région de Los Angeles. Et donc, lorsqu'il y a des élections, le poids qu'ils ont, et souvent d'ailleurs sont des gens, que vous prenez des magazines comme le New York Times, Washington Post et d'autres, sont des publications et des médias qui sont fortement influencés par la diaspora juive ou vous pourrez appeler lobby, enfin vous pouvez appeler ce que vous voulez. Et, et par conséquent, sur les régions stratégiques et les politiciens américain, et ça c'est toute tendance confondue, démocrates et républicains, même si les juifs aux États-Unis ont plutôt tendance à voter démocrate, il n'en demeure pas moins que acquérir cette population à son vote a souvent un rôle déterminant dans les élections, et par conséquent, c'est un public qui est soigneusement choyé par les politiciens et évidemment qui a une répercussion, parce qu'il y a d'autres minorités aux États-Unis qui sont également importantes, mais elles n'ont pas, si vous voulez, de présence stratégique aussi déterminante qu'Israël au Proche-Orient et par conséquent, leur importance est moins visible. Mais en l'occurrence, il y a un lien très étroit entre Israël et la communauté juive américaine qui explique en grande partie pourquoi les présidents américains, et c'est particulièrement vrai pour Trump, qui, durant son premier mandat, avait d'ailleurs reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, ce qui est d'ailleurs contre les décisions des Nations Unies, qui a toujours déclaré que Jérusalem devait être une ville qui devait rester aux mains des trois grandes religions et non pas associée à une seule d'entre elles, les trois religions du livre, comme les musulmans l'appellent, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bon, Les trois, bon, ça les c'est faux trois aussi, enfin, si je peux me pardon, permettre. Enfin, pardon. on parle de trois religions du livre, mais comment dire, l'Ancien et le Nouveau Testament, bah voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler le christianisme, même si le Nouveau Testament est plus important, mais l'islam est apparu en 500 ou 600 après Jésus-Christ. Et puis, les Juifs ne font pas référence à l'Ancien Testament, les Juifs se réfèrent au Talmud. Oui, on est d'accord, mais par exemple, typiquement, les musulmans considèrent que ces trois grandes religions sont des peuples du livre, Al-Kitab. Et c'est ces trois religions. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est compris plus ou moins la répartition ou l'autorité morale que pourraient avoir les différentes communautés sur Jérusalem, qu'on le veuille ou non. Et qu'on peut y voir évidemment, alors moi je ne suis pas versé dans la théologie comme vous semblez l'être, et il y a certainement de nombreuses nuances à apporter. Toujours est-il que quand la résolution 181 de nouveau de 1947 a été faite, il était prévu en fait de créer trois entités. J'ai parlé d'un territoire, d'un pays juif, d'un pays arabe, mais j'aurais dû par souci d'exhaustivité, parler de trois régions qui ont été créées par cette résolution 181. Il y a un pays juif, un pays arabe et une entité internationale qui devait rester Jérusalem. Parce que précisément, les auteurs de la résolution pensaient que Jérusalem devait être sous l'autorité conjointe ou à déterminer entre les trois religions. Donc voilà pourquoi je le dis. Après, on peut faire des distinguos entre ce qui relève de la Bible ou non. Les musulmans considèrent, et d'ailleurs ils l'ont toujours considéré comme tel, hein, encore aujourd'hui, d'ailleurs même c'est assez amusant parce que souvent les gens pensent que contre l'État islamique, si on voulait être préservé de l'État islamique ou bien des fanatiques islamistes, il fallait dire qu'on ne croyait pas en Dieu.
parce qu'ils pensaient que le fait de croire en Dieu était une offense parce qu'eux croyaient en Allah. Alors, il faut comprendre que pour les musulmans, d'ailleurs, ça m'est arrivé hein, quand j'ai dû négocier avec euh, c'était en 2006, j'étais au Soudan, et c'était pendant la période des caricatures en Occident, et la mission des Nations Unies dans laquelle j'étais avait été menacée par des islamistes parce qu'il y avait des militaires danois dans cette mission. Et donc, il y avait eu des menaces ouvertement déclarées contre la mission. Et j'étais sous les ordres du représentant spécial de Kofi Annan à l'époque, en tant que chef du renseignement, et il m'a demandé de régler le problème, si vous voulez, ou d'essayer d'éviter qu'on soit l'objet d'attentats. Et donc, par mes contacts, j'ai pu prendre contact avec des extrémistes islamistes, et c'est des branches extrêmes des frères musulmans. Et on s'est réunis pour discuter de cette menace, en fait. Et quand je suis entré dans la pièce, où on n'était pas beaucoup d'ailleurs, quand je suis entré dans la pièce, il a fait une plaisanterie sur les chrétiens. Et je lui ai dit, ne te moque pas, puisque toi et moi avons le même Dieu. Et il m'a dit, tu as raison, assieds-toi et parlons. Et on a eu une excellente discussion, extrêmement constructive, où le gars a expliqué comment il comprenait cette situation des caricatures, etc. Il a vraiment, on a eu une discussion extrêmement constructive. Et à la fin, je lui dis alors, je dois m'inquiéter pour les attentats qui ont été annoncés. Il m'a dit, tu n'as pas à t'inquiéter. On a parlé, c'est réglé. Et on n'a pas eu d'attentat. Rien du tout. Il n'y a pas eu la moindre alerte sur la mission pendant les 2 ans où j'étais, et même plus tard d'ailleurs. Bon, Donc il ça, a tenu parole, c'est une bonne nouvelle mais plutôt. Ouais. non, mais ça voulait simplement dire que quand j'entendais, surtout à l'époque, des attentats en 2015 en France, où on avait des gens qui disaient ah bah il faut pas dire, il faut faire comme si on croyait pas en Dieu, comme ça les calme. Non, c'est pas vrai. Ils ont du respect pour les gens qui croient en Dieu. Et au contraire, ils ont du respect pour ça. Ils ne veulent pas qu'on leur impose une religion, mais ils ont du respect pour ceux qui croient en quelque chose. Ils ont par contre énormément de mépris pour les gens qui ne croient en rien. C'est pour ça Mais, ils nous appellent souvent apostats, parce que ou très mécréant. souvent, bah, d'ailleurs dans notre vie politique, etc., on a tendance au contraire à faire comme si on n'avait pas de base religieuse. Mais par Et rapport juste à Trump, pour vous, en gros, par rapport à votre réponse, c'est plutôt pour des raisons électorales au final. oui, je Il n'est pense que pas, c'est je beaucoup dirais, pour il des n'est raisons pas. électorales. Oui, je pense. Et il y a, je pense, des affinités avec Israël, hein. Après, c'est qu'un peu comme tout, nous-mêmes, on aime un pays pour des raisons X et Y, parce qu'on connaît quelqu'un qui en fait partie. Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir de multiples raisons pour lesquelles on peut avoir de la sympathie pour un pays, ce qui est parfaitement légitime. Et d'ailleurs, que Trump ait de la sympathie pour Israël, pourquoi pas? Le problème, c'est que Oui. il confondent les intérêts des États-Unis avec les siens ou avec ceux d'Israël. C'est là où vient le problème, si vous voulez. Qu'on ait une préférence et qu'on apprécie Israël, je veux parfaitement légitime. La Bah, il a question dit n'est quand pas même là. Make Israel Great Again, hein. Ça, il l'a Oui, dit. mais pourquoi pas? Le problème, c'est la manière dont il veut y arriver. Vous comprenez? C'est pas en cultivant les crimes de guerre qu'on va make Israel great again. La raison pour laquelle aujourd'hui Israël est de plus en plus méprisé, et d'ailleurs, malheureusement, hein, ça vient déborder sur l'ensemble de la population juive. Donc, on voit cette croissance de l'antisémitisme un peu partout. Et d'ailleurs, il y avait une étude, bien avant les événements du 7 octobre, évidemment, qui avait été faite par CNN, je ne sais pas si c'était en 2016 ou 2018, sur l'antisémitisme en Europe. Et ils avaient constaté que les Européens étaient en majorité, avaient une bonne image des Juifs, par contre, étaient pas opposés à l'État d'Israël en tant qu'État, si vous voulez, mais étaient hostiles à Israël en raison de ce qu'il faisait. Et l'antisémitisme, c'est
la détestation de quelqu'un pour ce qu'il est, en l'occurrence juif. Euh, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un antisémitisme basé sur ce que les Israéliens font. Et c'est là qu'est le problème, si vous voulez, que les Israéliens jouent un peu sur les deux modes, et beaucoup d'ailleurs des communautés, d'ailleurs tous ceux qui se font les défenseurs d'Israël, jouent un peu sur ces deux modes en disant non, non, ils ne font pas de crimes, ils font que de se défendre. Non, la réalité est que ce sont des crimes. La réalité est que la communauté internationale, et quand je dis communauté internationale, je veux dire le système onusien a reconnu que ce sont des crimes, qu'aujourd'hui, beaucoup de pays voient que ce que fait Israël, c'est des crimes, et la justification de ces crimes est finalement la raison pour laquelle il y a un profond mépris qui s'installe contre pas seulement les Israéliens, mais les Juifs dans leur ensemble. Et ça, c'est ce que les Européens et ce que Trump n'a probablement pas compris. Et donc, en essayant de justifier tout ce que fait Israël, il ne fait qu'accentuer la division qu'il y a entre le monde occidental qui fait bloc derrière Israël et le reste du monde qui comprend que Israël a dépassé les bornes et qui, de derrière, en appui de cette comment dire, considération du reste du monde, eh bien, vous avez le droit international. Israël est un pays qui a constamment violé le droit international. Je vous rappelle simplement pour Memoria que avant d'entrer dans les Nations Unies, puisque l'État d'Israël a été créé en mai 1948, comme j'ai dit tout à l'heure, il est entré aux Nations Unies officiellement en mai 1949, mais la condition pour Israël d'entrer dans les Nations Unies, c'était qu'il s'engageait à respecter le droit international, y compris le droit au retour des Palestiniens. Or, manifestement, c'est une condition, un engagement qu'avait pris Israël à l'époque, qu'il n'a jamais respecté, y compris d'ailleurs tous les accords qui ont été pris. Jimmy Carter lui-même a déclaré qu'il avait eu le sentiment d'avoir été trompé par les Israéliens parce qu'ils avaient accepté les conditions des accords de Camp David dans un premier temps pour avoir la paix avec les Américains, puis ensuite, dès que les Américains ont eu le dos tourné, eh bien, ils n'ont pas respecté leurs accords. Donc on voit que c'est un pays qui n'a jamais respecté le droit international en réalité. Ce n'est pas pour rien que c'est le pays qui a eu le plus de résolutions à son encontre, et c'est aussi du coup le pays qui a le plus violé de sanctions de l'histoire.